Alors, cet après-midi, on a c'est très dense aussi. Non, sérieux, c'est toujours. C'est très dense aussi, puisque nous avons 3 interventions, d'abord, plus une table ronde. Et alors, cette table ronde, j'ai jamais vu une table ronde avec autant de... ronde, elle ne sera pas, mais enfin, avec autant de monde. Donc, alors, comme je suis censée présider, déjà, je suis un peu inquiète. Il faudra que je vais passer mon temps à faire taire tout le monde. Surtout que peut-être que les gens qui ne sont pas dans la table ronde auront quand même envie de s'exprimer. Et je lis conclusion par Anne Jolet à 17h. Et moi, je pense que si on arrivait à mettre la conclusion à l'intérieur des 17h, ça serait mieux pour tout le monde. On va voir. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Laurence Decoq, ici présente à ma droite, pour nous parler de l'enseignement en France de cette question. Alors, je suppose que c'est la question du génocide arménien. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais m'efforcer de répondre à la commande avec un certain nombre quand même de petites réserves et je voudrais commencer par ça. La première, qui n'est pas une petite réserve, c'est une grosse réserve, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste du génocide arménien et que je n'ai pas travaillé à titre personnel sur l'enseignement du génocide arménien. Il y a quelques travaux qui ont été faits. Je vais donc m'appuyer sur les travaux existants qui ont été faits par Benoît Falaise et Philippe Mériot. Même si leurs travaux ayant été faits en 2006, je me suis juste permis de les actualiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est très difficile. On nous demande tout le temps, alors en revanche, je suis un peu spécialiste, si on peut dire, de l'enseignement de l'histoire ou de l'histoire de l'enseignement de l'histoire. Et on nous demande très souvent, évidemment, d'intervenir sur l'enseignement de telle ou telle question. Je voudrais juste vous mettre en garde sur quelque chose, c'est que je n'ai pu travailler que sur des programmes et sur des manuels. Et que bien entendu, et je voudrais vraiment que ce soit clair entre nous, les programmes et les manuels ne disent pas ce qui se fait dans les classes. Et pour faire véritablement une intervention efficace sur l'enseignement d'une question, il faut aller sur place, il faut discuter avec les enseignants, il faut y rester longtemps, il faut comparer plusieurs années, il faut comparer plusieurs cycles. Ce sont des enquêtes qui sont très longues, ce sont des enquêtes qui sont rarement faites. Et malheureusement, du coup, ça permet un certain nombre d'idées reçues sur l'enseignement de telle ou telle question. Et ça permet la perpétuation aussi de certains fantasmes ou stéréotypes sur on n'enseigne plus telle ou telle chose. Alors j'insiste là-dessus parce que je ne voudrais pas que vous utilisiez mon intervention à des fins, on va dire un petit peu de lamento. Je pense que l'enseignement du génocide arménien se fait de manière beaucoup plus complexe et peut-être de manière beaucoup plus généralisée que ce que je vais vous dire ici. Voilà. Mais il n'existe pas encore d'enquête à ce jour sur les pratiques de classe et on ne peut bien parler de l'enseignement d'une question que si on sait comment ça se pratique. Ça, c'était pour les précautions méthodologiques. Je voulais aussi insister, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur ce qu'est un programme scolaire. Vous avez parmi les ouvrages ici présents un livre qui s'appelle, enfin si Anne l'a porté, oui, La fabrique scolaire de l'histoire. La fabrique scolaire de l'histoire, c'est un titre qu'on a choisi volontairement pour insister sur le caractère fabriqué. Un programme scolaire, c'est un montage. C'est un montage avec des arbitrages en amont, des arbitrages qui sont faits par plusieurs personnes, plusieurs groupes, donc il y a l'inspection, le ministère, etc. Mais c'est un montage qui correspond à l'image que certaines personnes décident d'enseigner à un moment donné, c'est-à-dire finalement à ce que certaines personnes estiment comme utile d'être retenues dans le passé à des fins de projection vers l'avenir. L'école étant une sorte de propédeutique à la citoyenneté, il y a à un moment donné des choix qui se font, et ce sont des choix qui sont dictés par l'idée que l'on se fait de la société à venir et par l'idée que l'on se fait de ce que les jeunes, les enfants, les adolescents doivent savoir en sortant de l'école. Alors je vous dis ça parce que forcément quand je parle de montage, les mots sont pesés. Ça veut dire qu'il y a à la fois des choix dans les événements, il y a aussi des choix dans la manière dont les événements sont agencés entre eux, dans la causalité qui sont faites entre les événements. Et tout ça, lorsque l'on est chercheur, historien, ça peut provoquer effectivement des levées de boucliers parce que parfois c'est proche de la recherche académique, parfois c'est profondément éloigné. De ce point de vue-là, l'enseignement de l'histoire, c'est un usage public
de l'histoire. Et vous allez voir que le génocide arménien a une place dans un agencement, dans une chaîne de montage particulière, et c'est ce qui explique son traitement, son approche, qui ne correspond pas en effet peut-être à certaines attentes, ou en tout cas qui ne correspond pas forcément à des recherches récentes, ou alors à des pistes historiographiques ou à des pistes scientifiques. Ce montage, il est donc fait en fonction de finalités. Et pour comprendre ce que c'est que l'enseignement de l'histoire, je suis désolée, hein, je brode pas, mais c'est juste, je pose quelques jalons pour que vous compreniez comment on peut parler de l'enseignement d'une question. Pour comprendre donc quels sont les arbitrages, quels sont les choix, il faut toujours se demander pourquoi on enseigne telle question. Ne jamais viser l'exhaustivité, par exemple. Il n'y a plus aucun programme scolaire qui est exhaustif. Hein. En histoire, ça n'existe pas. Donc pourquoi on enseigne telle question? Pourquoi l'institution assigne telle finalité à telle question? C'est une question fondamentale. C'est la raison pour laquelle il y a des thèmes qui ont disparu. C'est pas parce qu'ils sont pas intéressants, c'est pas parce qu'il n'y a pas de tabou, c'est parce que pour le moment, on ne leur attribue aucune finalité dans le cadre de la fonction de l'école. Alors le génocide arménien, vous allez voir qu'on lui attribue une finalité. Et c'est là-dessus, en fait, que je voudrais insister. Et c'est comme ça que je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on enseigne cette question-là. Alors, la première chose, et ça, Benoît Falaise et Philippe Mériot l'ont très bien montré dans leur rapport, je reviendrai sur leur rapport tout à l'heure, la première chose, c'est que cet enseignement du génocide arménien, qui est entré officiellement dans les programmes à peu près au milieu des années 90, en tout cas dans les programmes du secondaire, non pas sous la forme génocide arménien, mais sous la forme de la pluralité des génocides. C'est-à-dire que l'on passe du génocide, qui est évidemment ce qu'on appelait à l'époque dans les programmes très clairement la Shoah, au génocide au pluriel. Donc il n'est pas spécifié le génocide arménien proprement dit, hein, mais à partir du moment où il est demandé d'enseigner les génocides, et un peu plus tard il sera demandé d'enseigner les génocides reconnus comme tels, hein, à partir de ce moment-là, les manuels, les concepteurs de manuels scolaires, par exemple, vont très bien voir ce qu'il y a derrière, hein, et donc tous vont se mettre à parler du génocide arménien. Ça, c'est la première chose. Du coup, cet enseignement du génocide arménien, dans ses premiers temps, dans les années 90, je parle des programmes, hein, peut-être certains collègues l'ont enseigné avant, cet enseignement du génocide arménien se fait sous le paradigme de l'enseignement de la Shoah. Qu'est-ce que je veux dire par paradigme? Je veux dire par là que lorsque l'enseignement de la Shoah est entré officiellement dans les programmes, c'est un enseignement qui s'est fait sous l'angle de ce que l'on peut qualifier du devoir de mémoire, sous l'angle d'une politique de la reconnaissance, avec des sélections de documents qui font appel énormément à l'affectif. C'est ce que les Allemands appellent la pédagogie de l'affect, c'est-à-dire des documents qui font appel à l'émotion, avec le levier émotionnel, avec cette idée qu'il faut rendre hommage à. Hein. Et vous allez voir que lorsque le génocide arménien entre dans les programmes officiellement au milieu des années 90, c'est sous cet angle un petit peu de rendre hommage à. Hein. Donc avec les témoignages, avec la pédagogie de l'affect, avec quelque chose qui fait un peu une sorte de thérapie de choc autour du plus jamais ça. Hein. Vous connaissez cette formule du plus jamais ça. On voit au début des années 2000, d'ailleurs, dans les bulletins officiels de l'éducation nationale, c'est les documents officiels, hein, on voit apparaître au moment de la journée du 27 janvier, de la journée de commémoration des génocides, oui, on voit apparaître cette idée qu'il faut commémorer les génocides pour que ça ne se reproduise plus. Hein, ça, c'est un thème qui est cher à l'école, et ça continue d'être encore le cas. Donc, cette idée du plus jamais ça. Bon. Et le génocide arménien entre aussi dans cette trame, hein, narrative, et avec cette finalité du plus jamais ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y entre avec une autre finalité. C'est que c'est un événement, donc un génocide, qui est là dans les programmes pour annoncer le prochain. Donc, en réalité, ce génocide arménien est présenté comme le premier génocide de l'histoire et on pose des jalons, hein, avec les élèves de telle sorte à ce qu'ils puissent commencer à décrypter quels sont les critères d'un génocide, notamment autour, j'y reviendrai, de la question de la brutalisation et de la violence de masse. Et c'est le génocide qui est annoncé tel quel, hein, dans les programmes comme le premier des génocides de l'histoire. Donc vous voyez que c'est une vision totalement téléologique. Chez nous, on appelle ça téléologique, c'est-à-dire que dans les programmes scolaires, en fait, on sait ce qui se passe après,
hein, et donc un événement en appelle un autre. Voilà, ce qui est évidemment totalement antinomique avec la recherche. Bon. Du coup, vous n'avez pas, dès que le génocide arménien est entré dans les programmes, il n'y a absolument pas de singularisation de l'événement en tant que tel. Il n'y a pas d'autonomisation de l'événement en tant que tel. C'est un événement qui est chargé d'annoncer le prochain. Ça va ? En revanche, le génocide arménien, excusez-moi, contrairement à la question de la Shoah, contrairement un petit peu plus tard aussi à ce que deviendra la question algérienne, le génocide arménien, dans les programmes scolaires, dans l'école, je crois qu'il ne peut pas être considéré comme une question sensible. En tout cas, à quoi est-ce qu'on attribue, enfin, comment est-ce qu'on peut mesurer une question sensible dans les classes ? On le mesure, alors évidemment, on le mesure à la réaction des élèves déjà, mais on le mesure aussi en amont à un certain nombre de questions qui sont posées aux parlementaires sur les programmes scolaires. Donc quand on regarde, par exemple, il y a beaucoup de questions posées par les parlementaires sur les programmes scolaires, sur la question sur l'enseignement du génocide des Juifs, sur l'enseignement de la guerre d'Algérie, mais je n'en ai trouvé que 3 depuis la fin des années 90 sur l'enseignement du génocide arménien. Donc finalement, c'est assez peu. Hein. Et 3 qui disent simplement, est-ce que vous pourriez en gros nous faire un état des lieux sur l'enseignement du génocide arménien ? Voilà. La première, c'est en 2003, ensuite il y en a une en 2005, et la dernière, c'est en 2009, deux à l'Assemblée nationale et une au Sénat. Il y en a une d'ailleurs qui est très particulière, la première en 2003, parce que c'est une sénatrice qui est communiste, et qui dit voilà, on m'a dit que l'enseignement du génocide arménien ne se fait quasiment plus, alors qu'il est très très présent dans tous les manuels entre 1988 et 1994. Alors le ministère répond, il a toujours une réponse type, hein, le ministère. Hein. Donc il répond liberté des manuels, mais si c'est enseigné, c'est toujours la même réponse. Et de fait, ce qui est assez curieux, c'est que j'ai apporté, du coup, quand même, j'étais assez curieuse des manuels de cette période-là, et on n'en parle pas du tout. Donc je ne sais pas où la sénatrice est allée chercher ses sources. On n'en parle ni dans les programmes, et encore moins dans les manuels scolaires. Bon. Mais bon, ça c'est typique des débats parlementaires. En tout cas, tout ça pour vous dire que, a priori, rien de sensible, en tout cas au Parlement, sur l'enseignement de cette question-là. Le deuxième critère pour évaluer la sensibilité d'une question, c'est sa place dans les médias. Vous savez très bien que régulièrement, on n'enseigne pas tel truc, on n'enseigne pas telle chose, mais que font les professeurs ? Mais c'est un scandale, les grands tabous de l'histoire, etc., etc. Dans les médias, la question de l'enseignement du génocide arménien, elle n'apparaît quasiment jamais. Là aussi, j'ai fait aussi mes petites recherches par mots-clés. Alors, évidemment, on parle du génocide arménien. Je parle de la question de son enseignement, de la place de l'enseignement du génocide arménien à l'école. Je l'ai trouvé une fois dans un journal local qui relate un épisode à Nancy où un élève a écrit, c'est un élève turc qui a écrit « C'est bien fait pour eux ». Voilà, vous vous souvenez apparemment de cet épisode. C'est bien fait pour eux, donc le chef d'établissement lui a donné une punition à faire, il y a eu branle-bas de combat, et puis finalement le chef d'établissement a reculé. Voilà, donc ça a été relayé par le CEVAN, comité de vigilance. Le collectif, voilà, j'ai l'habitude des comités de vigilance, excusez-moi. Voilà, et mais vigilants aussi, ouais. C'est la seule trace en fait médiatique que j'ai véritablement trouvée sur l'enseignement de cette question. Alors la dernière en revanche, mais finalement qui n'a pas fait tant de bruit que ça, c'est en septembre 2012, lorsque les Turcs ont regardé les nouveaux manuels scolaires, j'en parlerai, et qu'ils ont vu que tous les nouveaux manuels scolaires au collège attribuaient une double page au génocide arménien, et qu'on était à ce moment-là, donc Hollande était élu depuis assez peu de temps, et qu'il a été demandé des comptes à François Hollande, comme si François Hollande faisait les programmes scolaires d'histoire, qu'il a été donc demandé des comptes à François Hollande pour savoir, mon Dieu, mais comment se fait-il que ce génocide arménien soit autant abordé dans les programmes scolaires ? Bon, alors évidemment, on en a tous entendu parler, parce qu'on est là dans une journée d'études sur le génocide arménien, mais au final, quand on regarde dans Le Monde, dans Libération, etc., les échos ont été finalement assez faibles. Donc, ce n'est pas, et on peut en débattre et on peut comprendre pourquoi, mais ce n'est pas dans l'école française l'enseignement d'une question sensible. Ce n'est pas une question sensible. Et de fait, pour l'avoir aussi enseigné, je peux vous garantir que dans les classes, en grande majorité, bon, de toute façon, en général, d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi ils comprennent pas très bien de quoi il en retourne, puisque ce génocide arménien, on en parle finalement d'une manière assez biaisée, vous allez voir. Mais donc, ce n'est pas une question sensible. Ça, c'était donc la deuxième chose, ou troisième chose, je ne sais plus où j'en suis. Alors, quelques mots sur... Donnez-moi un petit jalon horaire, parce que je vous disais. On m'avait dit 30 minutes. Oui, c'est ça, mais on a déjà... 17 là.
D'accord, ok. Donc, très vite. En 2006, Pascal Mériot et Benoît Falaise faisaient un constat. Ce constat, je vais donc vous le résumer très rapidement. Ce constat, c'est que le génocide arménien apparaît dans tous les programmes scolaires, du primaire, programme 2002, jusqu'au lycée. Il apparaît à chaque fois sous l'angle de la souffrance des civils pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment à ce moment-là, dans la trame narrative, qu'apparaît le génocide arménien. La souffrance des civils. Pas de préalable. Rien sur les massacres précédents. Rien sur les massacres de la fin du XIXe siècle, rien non plus sur la question d'Orient, puisqu'il est question en fait d'utiliser le génocide arménien comme l'idéal type, l'événement idéal typique de la souffrance des civils. Donc comme l'événement idéal typique de la violence de masse. Donc tout est placé sous le paradigme de la barbarie. Dans les manuels, vous avez un certain nombre de photographies, mais c'est un événement qui est absolument dépolitisé. Dépolitisé au sens où on n'en connaît quasiment pas les acteurs, on n'en connaît quasiment pas les ressorts, il n'y a pas d'historicisation par rapport à ce qui s'est passé précédemment, il n'est quasiment pas question du nationalisme turc, il est question, je crois, une fois dans un manuel de la question confessionnelle. Donc vous voyez, c'est vraiment sous l'angle uniquement des violences subies par les civils comme une sorte d'apogée. C'est le symbole de l'apogée des violences subies par les civils. Ça, c'est le constat qui a donc été fait par mes collègues en 2006. Aujourd'hui, dans le primaire, plus rien. Programme 2008, je n'ai pas le temps de vous en parler, on pourra en parler assez longtemps. En tout cas, donc plus du tout question de l'enseignement du génocide arménien en primaire, dans les programmes et dans les manuels, encore une fois. Dans le collège, en revanche, alors ça c'est très intéressant. Dans le collège, le génocide arménien apparaît de manière très officielle et sous une forme, pour le coup, assez importante, puisqu'il apparaît comme l'une des deux études obligatoires dans le cadre de l'enseignement de la Première Guerre mondiale. Alors, on passe par des études, c'est des entrées pour entrer dans un sujet, si vous voulez. Il y en a deux. Il y a Verdun et le génocide arménien. C'est la raison pour laquelle, dans tous les programmes scolaires, dans tous les manuels scolaires de 3e, il y a une double page sur les génocides arméniens. Cette double page, pareil, elle est exactement aussi placée sous l'angle de la violence de masse. Systématiquement. C'est l'idéal type de la violence de masse, c'est le paradigme, encore une fois, de la barbarie aussi. Mais dans une double page, on peut dire évidemment beaucoup plus de choses. Donc dans la double page, vous trouvez aujourd'hui toujours une carte, donc il y a quand même une spatialisation de l'événement, et avec une représentation aussi du trajet effectué par les Arméniens déportés. Vous trouvez quasiment toujours un bilan chiffré variable, donc version basse entre 600 000 et 800 000, et la plupart du temps, vous trouvez autour de 1 million. Il n'y a qu'un seul manuel qui ne donne pas de vision chiffrée. Vous trouvez toujours, bien sûr, l'expérience, la formule génocide des Arméniens, avec un manuel qui s'appelle le livre scolaire, c'est nouveau, qui a une démarche assez étonnante. Alors sur le coup, évidemment, j'ai un peu tiqué. La double page s'appelle « Peut-on parler de génocide arménien ?» Bon. Et puis ensuite, il y a toute une démarche inductive avec des documents. Et donc, je me disais, mon Dieu, mais si les élèves sont là à se poser la question, peut-on parler de génocide arménien, c'est peut-être un petit peu dangereux sur le plan pédagogique. Mais en réalité, le questionnement est assez intelligent et fait de telle sorte à ce qu'à la fin, plus personne ne puisse avoir de doute. Voilà. Donc, il se termine en disant, et maintenant, donnez 4 raisons pour lequel on peut parler de génocide arménien. Alors ça, en pédagogie, en didactique, c'est ce qu'on appelle la méthode inductive. Finalement, c'est assez intelligent. C'est-à-dire que les élèves sont baladés à travers plusieurs documents avec un questionnement, et à la fin, s'il y en a qui avaient des doutes, ils ne peuvent plus en avoir. Voilà. En tout cas, donc, vous avez cette double page systématiquement, avec une carte, avec un bilan chiffré, avec l'usage de témoignages, et alors là, c'est le cantique des larmes qui est utilisé, ce sont des témoignages tirés du cantique des larmes. Donc, usage de témoignages, usage de photographies. Alors, pour autant, est-ce que l'événement est véritablement politisé? Est-ce qu'il est véritablement historicisé? En réalité, non. En réalité, l'approche est assez peu différente de précédemment.
parce que les documents qui sont choisis, alors je vous ai apporté quelques petits manuels, les documents qui sont choisis sont eux aussi des documents qui vont qui vont mettre en avant d'abord le caractère émotionnel de l'événement. Ce sont des enfants de plus en plus qui sont représentés en photographie. Ce sont des enfants, ce sont des orphelins, ce sont des textes dans lesquels il est question de la déportation des femmes et des enfants, dans lesquels il y a très rarement mention des autorités turques et puis mention quand même de tout l'arsenal qui a été mis en place et de toute la programmation de ce génocide. Ce sont vraiment des documents qui mettent en avant là aussi le caractère spectaculaire et absolument insupportable de l'événement. Donc c'est encore aussi une pédagogie de l'émotion. Très peu de mise en contexte sur le long terme. Et puis, bien entendu, un événement, et je vais terminer là-dessus, qui reste encore totalement corseté, c'est l'expression que j'ai trouvée et qui me semble la plus appropriée, corseté par la Première Guerre mondiale. Mais vous voyez que c'est dû au montage aussi. C'est-à-dire que le génocide arménien est traité comme une entrée sur la souffrance des civils dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Donc il est très difficile pour un enseignant d'extraire cet événement et de le traiter dans sa singularité ou dans sa spatialisation géographique ou dans un autre contexte qui est la question d'Orient, etc. Il est véritablement corseté par la finalité qu'on lui assigne, qui est de montrer que la Première Guerre mondiale est le moment par excellence de la violence de masse, de la souffrance des civils, et que se prépare, que germe véritablement le génocide à venir de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vais m'arrêter là et puis peut-être je pourrai répondre à vos questions un peu plus précises ultérieurement. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé très, très vivant et qui en apprend peut-être encore plus, mais c'était votre but, sur la pédagogie de l'histoire et sur la confection des programmes qui donne très envie de lire donc, vos livres. Voilà. Je donne la parole maintenant à Pierre Tartakovsky qui doit nous faire une proposition. Quelle responsabilité? Oui, non, je vais faire une proposition, bien sûr, mais on a jugé utile pour le décorum que ce soit le président de la Ligue des droits de l'homme qui la fasse, ce qui peut s'entendre, avant de la dire, et ça ne sera une surprise pour personne, puisqu'elle est annoncée sur le programme de cette journée que vous avez tous devant les yeux. Je voudrais d'abord vous dire, même si c'est un peu tard, vous souhaitez la bienvenue dans cette salle du comité central de la Ligue, salle qui s'appelle Dreyfus, et d'autant plus vous souhaitez la bienvenue que la tradition, en l'occurrence, est respectée, puisqu'il y a, chacun le comprend bien, un lien intime entre ce qui nous a rassemblés, la teneur de nos débats et le nom que la salle porte. Cela témoigne, je crois, d'une histoire qui est celle d'une tradition de débat, de confrontation. Et dans ce cadre, nous sommes bien dans cette histoire qui est celle de la Ligue. Les débats de la matinée, pour ce que j'en ai suivi, et je les ai suivis avec beaucoup d'attention, ont témoigné qu'il y a une vitalité extrêmement forte dans le lien qui lie l'histoire, la mémoire et puis la construction de la citoyenneté. Et nous sommes là, je crois, sur des terrains qui sont les nôtres. Nous avons toujours considéré que la compréhension des mécanismes réels du passé constitue une dimension essentielle de la construction du politique, et donc de la construction d'actrices, d'acteurs éclairés de ce politique. L'intelligence a toujours eu un lien fort avec la lucidité et avec le courage. Cette leçon vaut d'ailleurs pour toutes les époques, et j'ai encore dans l'oreille la mise en garde d'Anatole France qui a été citée ce matin. C'était Anatole France, je crois, disant « La lâcheté n'est jamais sage ». Je ne sais pas pourquoi, j'ai soudain visualisé François Hollande de retour de Chine sans avoir prononcé le nom de Liu Xiaobo, ce qui n'est quand même pas si difficile que ça à prononcer, puisque même moi qui ne suis pas président de la République, j'y arrive. Bref, la lâcheté donc, la lâcheté est toujours présente autour de nous, et cette mise en garde éveille des échos très contemporains et je crois qui éclairent les lendemains, qui tous ne chantent pas. De la même façon, il est fascinant de voir à quel point l'approfondissement des analyses, la finesse, la sophistication des analyses juridiques
historique autour des génocides, des massacres et des autres moments tragiques de l'histoire des autres, entre guillemets, renvoie à l'appropriation de son histoire propre comme un fait culturel global. Il y a, pour ceux qui étaient là ce matin, un lien étroit entre la compréhension fine de ce qui s'est passé, des voies par lesquelles cela s'est passé, et de la façon dont, individuellement, collectivement, nous nous situons par rapport à la compréhension de l'univers culturel dont nous participons. Il y a là un enjeu d'intelligence collective extrêmement structurant. C'est pour ça que l'appel au décloisonnement des pratiques de savoir, qui a été lancé par Tony Duclerc notamment, ne peut être que positivement perçu de notre part, de même que l'appel à intensifier la recherche et sa diffusion. C'est pourquoi, et après en avoir débattu, la Ligue des droits de l'homme estime qu'elle est dans son rôle en soutenant cette proposition qui est maintenant dans le débat public, je crois, et dans l'air du temps, de créer un lieu d'information et de formation des enseignants, dont le rôle, au vu de nos échanges, pourrait s'avérer extrêmement constructif, à condition évidemment que ce soit effectivement un lieu de croisement, dans un esprit d'ouverture et inclusif, comme on dit maintenant, sans aucun doute sous l'influence du discours religieux, mais bon, soyons inclusifs, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt positif de l'être, et à condition évidemment que cette démarche soit faite dans un état d'esprit d'approfondissement de l'histoire, de ce qu'est la citoyenneté en France et dans le monde, et en se gardant de toute dimension qui pourrait être perçue comme provocatrice, polémique et donc stérilisante. Nous nous engagerons dans tout ce qui contribuera à faire en sorte que cette proposition se concrétise, et c'est sur ce souhait que je pense que nous pouvons considérer que notre journée s'inscrit. Elle devrait contribuer à faire en sorte que cette idée prenne corps, et c'est en revenant sur ce souhait, en le formulant et en l'officialisant en quelque sorte, que je nous souhaite collectivement une bonne continuation de nos travaux. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bien. Alors, nous marchons à grands pas, et donc nous aurons beaucoup de temps pour la table ronde, mais nous avons d'abord une intervention de Michel Marian. Vous avez la parole pour nous parler des enjeux actuels, toujours de la question, dans la société française et en Turquie. Mais vous avez même droit à ça pour qu'on vous entende sur la vidéo. Merci Madame la Présidente. Alors, bon, je demande pardon du fait que je ne vais pas, en termes de conclusion ou de tonalité d'ensemble de mon intervention, être très différent de ce qu'a pu dire Vincent Duclerc ce matin. Simplement, je vais essayer, donc, puisqu'on a entendu le regard sur l'histoire, le regard sur le droit, d'avoir un regard plus centré, disons, sur la politique. Sur la politique, donc, je le dis, la conclusion, c'est que c'est une défaite dont on peut penser qu'elle a été une défaite in extremis, puisqu'après tout, la loi avait été votée par le Parlement et elle a été simplement rejetée par le Conseil constitutionnel. Mais en fait, c'est une défaite lourde et c'est une défaite qui a des conséquences. Alors, bon, je ne parle donc pas du Conseil constitutionnel, même si c'est une instance qui n'est pas que juridique, qui est aussi politique. Je vais parler plutôt des forces politiques en France, et je comparerai ce qui s'est passé en 2011-12 à ce qui s'était passé dans la période 1998-2001. Il n'a jamais été facile de faire passer des lois sur le génocide arménien face à ce qui joue contre ces lois comme première force, c'est-à-dire la diplomatie turque. Ça n'a jamais été facile, c'était pas facile non plus en 1998, 2000, 2001. Simplement, ce qui avait été réalisé dans ces années-là, dans les années précédentes, c'était deux choses. La première, c'est qu'il y avait eu, de la part des partis
importants, des partis principaux, il y avait eu quelque chose comme, ça s'était réalisé, pas non plus d'un coup, mais ça s'était réalisé, une sorte d'accord qui s'était passé de consensus. Et la deuxième chose, c'est que ces deux partis c'est toujours les mêmes, hein, avaient réussi à faire, à marquer leur autorité sur leurs troupes, et il y avait les voix dissidentes ne s'étaient pas fait entendre, sans compter que il était de toute façon difficile, même si on n'était pas pour la loi de reconnaissance de 2001, il était assez difficile d'exprimer, disons sans honte, le fait de s'opposer à une loi comme celle de 2001. Et donc ceux qui étaient réservés ou simplement s'étaient abstenus de venir au Parlement, il y avait eu une sorte de prise en compte, d'auto-retenue de la part des opposants. En 2011-12, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que les deux grands partis n'ont pas fait un arrangement, ils se sont mis dans une concurrence. Parce qu'on était en période préélectorale, bien sûr, donc ça a donné aussi la lumière crue de l'électoralisme à cette proposition au départ pour la justice. Donc il y a eu une concurrence, qui veut dire que même le Parti socialiste, qui était censé être pour la loi, ne s'est pas privé de dénoncer l'électoralisme, qui lui était criant, évidemment, de Nicolas Sarkozy. Donc ça, c'est le premier élément qui donnait évidemment une fragilité plus grande à ce moteur, ce véhicule législatif. Et puis le deuxième élément, c'est que au sein de l'ensemble de l'échiquier politique, les voix discordantes, cette fois, se sont fait entendre. Et elles se sont fait entendre non seulement dans les partis minoritaires, mais aussi dans les partis majoritaires. Alors, évidemment, on peut avoir une explication qui a prévalu ensuite, faite d'aigreur, de ressentiment, de fatalisme, et qui consiste à dire que, on le sait, c'est l'argent turc qui a acheté tous ces députés qui ont voté contre, et en votant contre, ont préparé la légitimité de la décision du Conseil constitutionnel. Simplement, l'argent turc, il était déjà là en 1998-2000, peut-être moins fort, mais on ne peut pas penser que c'est ce différentiel de liquidité qui a amené à un processus aussi différent politiquement, aussi différent médiatiquement. Alors la deuxième raison, qui a pu être invoquée, c'est que les communautés turques de France sont plus nombreuses, plus importantes qu'il y a 10 ans, et que donc certains députés, dans leur circonscription, devaient prendre en compte aussi l'électorat turc actuel ou potentiel. C'est peut-être vrai, mais si c'est vrai, c'est justement un problème à résoudre. Ce n'est pas simplement une déploration à entretenir. Alors, je crois que surtout, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas vu, on l'a vu à travers le filtre des historiens, mais pas vraiment des politiques, que une grande partie des réticences ou des oppositions qui se sont exprimées, elles se sont exprimées à partir de considérations politiques. C'est-à-dire, ce sont, alors donc non pas des courants, si on réserve le nom de courant aux grands partis, mais de sous-courants politiques ou de préoccupations idéologiques à l'intérieur de courants politiques que ces oppositions se sont faites. Alors en gros, disons qu'il y a eu une opposition, plutôt des oppositions de type conservateur, pour le dire rapidement, et une opposition de type progressiste. Les oppositions de type conservateur, on peut encore rediviser en deux, c'est-à-dire qu'il y a une opposition d'allure, disons, républicaine, très préoccupée du maintien de la cohésion nationale et donc de ennuyée par toute forme tout risque de communautarisation. Bon, ça c'était représenté assez bien par des gens comme Jean-Pierre Chevènement, et puis, mais aussi beaucoup à droite.
Et puis, la deuxième variante de cette opposition conservatrice, c'est la variante qui consiste à dire que, de toute façon, une variante que j'appellerais réaliste, cynique, c'est-à-dire qu'aucune prise de décision politique qui est mue par un souci universaliste, un souci de valeur, un souci de droits de l'homme n'a d'intérêt, que la France n'a pas à se mettre dans ce type de situation, surtout quand elle n'est pas concernée. Hein. Là, par exemple, je sais pas, le député Miard de l'UMP représente assez bien ce type de position, mais il y en avait d'autres aussi dans le midi de la France. Et puis, une opposition de type conservateur, de type progressiste, a été assez bien représentée par les Verts. Alors ensuite, il y a eu un débat à l'intérieur des Verts, mais disons que c'était une opposition idéologique qui consistait à dire le passé ne doit pas entraver l'avenir, surtout si l'avenir apparaît possible. C'est-à-dire le dialogue, la réconciliation sont possibles, ne les hypothéquons pas par un retour sur le passé. Et au lieu de prendre au sérieux, parce que le débat a quand même duré quelques mois avant d'aboutir à cette décision du Conseil constitutionnel, au lieu de prendre au sérieux ces oppositions et de leur répondre là où on pouvait leur répondre, c'est-à-dire par exemple par rapport à l'opposition progressiste, expliquer que bien entendu, et je crois que tout le monde en est d'accord maintenant, il y a une évolution en Turquie dans la société civile, mais qu'en même temps, la pression extérieure, au moins dans son principe, garde un sens. On n'a pas pris au sérieux l'objection que pouvaient faire les Verts, ou un tout petit peu. Et par rapport à cette partie de l'opposition conservatrice qui prétendait, et Pierre Nora a bien formulé ça, bien si j'ose dire, mais en tout cas nettement, que la France n'avait rien à voir avec cette histoire, eh bien, là, c'était pas compliqué de répondre. Et d'ailleurs, tous les débats de la matinée ont montré que la France avait à voir et qu'on peut très bien être concerné sans être responsable, au sens responsable ou coupable, mais concerné, bien entendu, par le cadre de la Première Guerre mondiale, par l'amitié avec les Arméniens, par la prise de position de nombreuses personnalités françaises et même de partis et d'associations. Bon. Tout ça n'a pas été traité au sérieux, puisque finalement, on a préféré des explications plus simplistes de ce qui commençait de plus en plus à devenir une défaite annoncée. Alors, je pense que, d'abord, conclusion provisoire, c'est des blessures qui restent ouvertes, une forme, j'allais dire, un certain type de déchirure entre la cause arménienne et une partie du personnel politique français. Je crois politique et même médiatique. Et donc c'est à cela qu'il faut répondre. Et répondre, c'est un peu, en fait, ce qui a commencé à être fait ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a besoin de réinsérer ce que j'appelle d'un mot rapide la cause arménienne dans le tissu français, c'est-à-dire dans le tissu des institutions, de l'histoire de France, etc., etc. Je crois que ça, c'est important. Et donc, le fait que la Ligue des droits de l'homme ait pris cette initiative, c'est important. Je pense qu'il faudra aussi reprendre, effectivement, la tâche de tous ceux qui ont été, depuis un siècle, aux différents moments difficiles, en relation, en soutien soit aux souffrances arméniennes, soit à la reconnaissance de l'histoire arménienne. Cela est absolument indispensable. Deuxièmement, il faut donc une valorisation des liens avec les défenseurs, les arménophiles, disons. Et je pense que la proposition qu'a faite le président tout à l'heure, d'une certaine façon, elle anticipe ça. De même, je pense que quand on veut développer la recherche, comme on en a beaucoup parlé tout à l'heure, cette préoccupation, disons, en tout cas pour nous, en France, cette préoccupation, elle doit toujours avoir à l'esprit ce qui peut intéresser aussi la France. C'est-à-dire, c'est très bien de faire des études sur le génocide arménien, on peut en faire partout dans le monde, et il faut en faire, et ce que Raymond a montré, c'est l'intérêt de
cette connaissance qui se développe sur différents plans à partir de cette base solide qui est la conscience qu'il y a une volonté d'extermination. Mais je crois qu'il y a des études qui sont plus ou moins intéressantes pour les Français. Et à un moment où des historiens pourtant importants d'une certaine façon ont pris leur distance, non pas par rapport à l'existence historique du génocide arménien, mais par rapport à toute forme d'activité civique autour de lui, je crois qu'il y a des sujets de recherche qui sont plus importants, soit à développer, soit quand ils ont été développés, là je passe sous le contrôle de Raymond, à traduire en priorité. Par exemple, l'évolution des jeunes Turcs. L'évolution des jeunes Turcs qui fondent leur mouvement un 14 juillet, donc en référence à la Révolution française, qui au début a donc une référence politique, mais aussi des références philosophiques, le positivisme, etc. Enfin, je ne veux pas défendre le positivisme, philosophiquement, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais enfin, c'est des références françaises. Et puis, cette évolution, donc, qui va amener à ce qu'il y a de pire qu'ensuite, peut-être en le corsetant, on présentera comme annonciateur de ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire de l'Europe. Donc cette évolution-là, elle n'est pas qu'une évolution ni, disons, circonstancielle avec les guerres balkaniques, ni une évolution fatale parce que les Turcs sont toujours les Turcs. Il y a des causes, il y a des étapes, il y a des moments. Je pense que ça peut intéresser les Français dans la connaissance de leur propre vie intellectuelle et de leur référence. Bon, voilà, c'était pour dire qu'il y a des cicatrices, et des cicatrices qui sont à recoudre avec le tissu français. Deuxième point, les communautés turques en France. C'est quand même, je ne me souviens plus la date exacte, mais en janvier, il y a eu la première grande manifestation turque en France contre, c'était juste avant que la loi soit adoptée, je crois, en lecture définitive. Et aussi, c'est, me semble-t-il, le premier moment où les communautés turques ou certains membres de ces communautés turques sont intervenus auprès de leurs députés. Donc, on peut considérer que c'est une fatalité ethnique ou arithmétique. Je ne pense pas qu'on puisse faire simplement ça. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on considère que de toute façon, tout ce qui arrive n'est pas un problème, mais c'est juste quelque chose qui démasque une réalité préexistante qui serait exprimée de toute façon. On ne regarde pas la responsabilité qu'on a dans le fait de l'avoir provoqué, on ne fait pas ça. Alors là, je pense qu'on a tort. Et on a tort pourquoi ? Parce que la question principale, c'est bien celle de la capacité qu'ont eu les noyaux, les courants négationnistes dans cette période-là, donc de décembre 2011, janvier 2012, à agréger autour d'eux des fractions significatives des populations turques vivant en France. C'est pas parce que le discours officiel de la Turquie est négationniste depuis des décennies que ça avait décidé, par exemple en 2001, 15 000, 20 000, je ne sais pas combien de personnes à descendre dans la rue pour s'opposer à la loi de reconnaissance. Donc il s'est passé quelque chose qui a rendu cela possible. Alors, ce qui s'est passé, ça n'est pas que le négationnisme était en croissance. Il l'était peut-être sur les sites Internet, mais sur le pavé de la rue, après la période effectivement un peu maudite de 2006, où des manifestants turcs ont à la fois essayé de casser le monument au génocide qui venait d'être construit à Lyon, où ont défilé à Berlin sous des portraits de Talat Pacha, il y avait eu plutôt une rétraction ou en tout cas une inhibition publique de ces mouvements négationnistes dans la rue. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'attendaient qu'une occasion, quelle qu'elle soit, pour intervenir. Donc on est obligé de voir sur quel ressort ça a joué, et ça a joué effectivement sur la capacité à accompagner le moment sociologique où en sont ces communautés turques, c'est-à-dire qu'elles commencent à être là depuis quand même maintenant un certain temps, donc à être dans un processus d'intégration. Et dans ce processus d'intégration, le fait d'être du côté de la liberté, cette fois, enfin, j'allais dire, c'est quelque chose de fort. Et on a offert aux négationnistes turcs ce cadeau-là, c'est-à-dire d'accompagner les communautés turques dans leur intégration au nom de la liberté. Alors bon, ça c'est des mots peut-être un peu abstraits. Je vais donner un exemple concret et qui
disons, est un peu dissonant par rapport à ce qu'a dit l'intervenante précédente, en disant que ça n'était pas une question sensible, le génocide arménien, en disant que ça n'était pas une question sensible, le génocide arménien dans les manuels scolaires, à partir des critères effectivement très intéressants que vous avez cités. Bon, eh bien, je crois que ça a quand même joué beaucoup, c'est-à-dire l'image, alors peut-être un peu gonflée, peut-être un peu exagérée, mais des parents turcs qui reçoivent à la maison un de leurs enfants qui a 10 ans, 11 ans, complètement affolé, disant « mais papa, maman, on est des assassins », ça a été pas mal véhiculé. Alors peut-être que ça n'est pas vrai, mais en tout cas, ça doit nous donner un signe sur la façon dont, si les manuels scolaires, comme je crois que c'est bien juste, fondamental, redonnent au génocide arménien la place très importante, voire la moitié de la Première Guerre mondiale, place qu'il mérite, il faut aussi faire extrêmement attention à ce que cette présentation ne soit pas une présentation qui ait tendance à agréger l'ensemble des gens qui sont turcs, turcs de France, turcs de Turquie, turcs d'hier, turcs d'aujourd'hui, dans une même responsabilité collective. Et pour ce faire, il y a sans doute des moyens, il faut en débattre, mais bon, l'un des premiers moyens auxquels on pense, c'est d'avoir quelques figures de justes turcs, montrer qu'il y avait des options, montrer qu'il y avait des courants opposés, etc., etc. Enfin, bon, ce n'est pas le lieu de développer ça, mais cette préoccupation doit être là. Alors, donc, conclusion, la deuxième partie sera beaucoup plus courte. Hein. Conclusion provisoire, c'est très ennuyeux pour le combat arménien pour la justice d'être en déphasage par rapport au mouvement des idées, j'allais dire, on a parlé de la France, mais c'est un mouvement des idées qui est peut-être un peu plus général, parce que c'est quand même ce mouvement des idées dans les années 70, 80, 90, 2000 qui a au contraire porté la cause arménienne, c'est-à-dire aussi bien le mouvement tournant autour du devoir de mémoire, de l'universalité des droits de l'homme, des recherches historiques, tout ça a porté la cause arménienne, lui a donné une amplification qui n'était peut-être pas prévisible lorsque, dans les années 60, les Arméniens se sont réveillés et ont demandé la reconnaissance du génocide. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est les Arméniens qui se retrouvent déphasés et c'est ceux qui sont manipulés par des négationnistes qui sont du côté de la liberté. Donc il y a vraiment quelque chose à réfléchir là qui est important parce que bon, je sais bien que dans le milieu des historiens, on considère à juste titre que Pierre Nora a arrêté de travailler depuis peut-être 10 ans ou plus, mais quand il y a une pétition avec Nora, je sais pas, Vidal-Naquet, Vernon, Vinocq, Azéma, je me souviens plus les autres, mais c'est-à-dire que des noms qui comptent quand même dans la recherche historique, même s'ils sont tous aussi du côté de l'essai, que ces gens-là, à un moment, apparaissent comme opposé à ce qu'on parle du génocide arménien, en tout cas de la façon dont on en parle, c'est très gênant parce que c'est aussi à cause du travail des historiens que, par exemple, on a les manuels scolaires que vous avez décrits. C'est-à-dire que si des gens comme Jay Winter ou Annette Becker, dans les années 90, n'avaient pas fait basculer l'histoire de la Première Guerre mondiale en remettant une focale sur le génocide arménien comme exemplaire des violences de masse, on aurait eu ce qu'on avait encore au début des années 90, c'est-à-dire un clivage entre des politiques qui effectivement étaient sensibles pour différentes raisons à la défense à la reconnaissance du génocide arménien et des historiens qui, dans le monde, pouvaient continuer à mettre entre guillemets le génocide. Ça, c'est fini. Et c'est fini grâce à qui? Bien sûr, au mouvement arménien et au mouvement des droits de l'homme qui les ont soutenus. Mais la légitimation, elle est venue à un moment des historiens et des historiens européens et des historiens français. Donc, se mettre à dos une partie, d'accord, mais une partie quand même visible des historiens, c'est pas un signe de bonne santé d'un combat, si juste soit-il. Alors maintenant, dernier point sur la Turquie, puisque ça faisait partie de mon sujet. Alors,
Premièrement, donc évidemment, le gouvernement turc est monté au rideau, monté au plafond, comme il le fait tout le temps, et puis c'est retombé très rapidement, comme ça arrive souvent. Là, évidemment, c'est peut-être pas illustratif parce qu'il n'avait plus besoin de monter au rideau puisque le Conseil constitutionnel avait fait le travail de destruction de cette loi. Et donc, bon, pour ce qui concerne le gouvernement turc, tout ce qu'on peut dire, c'est que apparemment, il prépare une nouvelle épreuve pour 2015, mais une épreuve qui sera qui va être compliqué pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau me répéter qu'il a beaucoup d'argent, que ceci, que cela, il va quand même y avoir un problème de positionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'il continue dans une forme de négation qui, mais ce n'est pas le sujet ici, n'est de toute façon déjà plus la même que celle des kémalistes qui étaient au pouvoir avant, ou est-ce qu'il essaye de commencer à mettre un peu d'eau dans son vin, à faire un peu d'excuses, ce qu'a l'air de dire Davutoglu dans des interviews privées qui ne sont jamais ensuite relayées. À vrai dire, on n'en sait rien. Mais le plus important, c'est que les effets catastrophiques qui avaient été prédits en Turquie même par des amis de la cause arménienne, des intellectuels, démocrates, libéraux, ces effets ne se sont pas produits. Au contraire, même, je peux dire que par rapport à 2001, ce qui est frappant, c'est d'une part que certains, je crois que Raymond a fait allusion ce matin, ou alors je confonds avec hier, parce qu'on s'est vu aussi hier, il y a des intellectuels turcs qui n'avaient pas soutenu, qui avaient même plaidé contre le texte de 2001, qui ont, après les déceptions liées au retrait des protocoles arméno-turcs, qui ont au contraire soutenu ce projet de loi en disant, bon, ben là, vraiment, on a besoin d'une pression extérieure, quelle qu'elle soit, dont Baskin Orhan. Taner Akçam aussi a soutenu ce texte. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, qui est peut-être encore plus révélatrice, c'est que pendant le moment chaud de ce débat, donc un moment chaud qui a duré quand même plusieurs semaines, eh bien, les gens qui, en Turquie, défendent l'idée que la Turquie doit faire face à son histoire, qui ne disent pas forcément le mot génocide, mais qui défendent l'idée que la Turquie doit faire face à ces pages noires de son histoire, ils ont toujours été, chaque fois qu'il y avait un talk show, un plateau, une table ronde journalistique ou quoi que ce soit, ce courant a toujours été représenté. C'est-à-dire qu'il n'a pas été immédiatement catalogué, parce qu'il y avait l'initiative parlementaire en France, de traître à la patrie qui n'a plus le droit de parler. Ce qui veut dire donc qu'entre 2001 et aujourd'hui, enfin hier, donc 2012, il s'est produit un début d'irréversible. Alors rien n'est irréversible en histoire, mais on est dans une période, disons, où ça a l'air un peu irréversible. Enfin, le dernier point, c'est que cela illustre quelque chose de plus global. Alors là, je vais pas faire la liste, d'abord j'ai plus le temps, mais ensuite il y a un livre qui vient de sortir de Guillaume Perrier et Laure Marchand qui explique ça, qui s'appelle, je crois, Le fantôme arménien en Turquie, et qui montre... Voilà, c'est ça. Et qui montre la diversité extraordinaire de la réappropriation, diversité de lieux, diversité de formes, diversité de degrés aussi, de la réappropriation de la mémoire arménienne en Turquie. Ça peut être des gens qui reprennent un nom arménien, ça peut être, bon, évidemment, des monuments restaurés, mais ça peut être surtout, je vais citer les deux exemples les plus politiques, d'une part des manifestations du 24 avril qui existent, enfin des rassemblements dans la rue, dans l'espace public du 24 avril, qui existe depuis 2005, qui, Seta Papazian me l'a rappelé tout à l'heure, prononce le mot génocide depuis quelques années. Et ce mot, de toute façon... Oui, et d'autres, disons, voilà, disons que l'usage du mot se répand et la pénalisation est tombée en désuétude de fait. Hein. Ça ne veut pas dire qu'en désuétude de droit. Il y a toujours un article dans le code pénal, mais maintenant, quand même, le mot est prononcé de plus en plus souvent. Alors, tout ce qu'on peut dire, là, je ne suis pas... c'est là qu'il y aurait vraiment besoin d'une étude très fouillée, mais le gouvernement turc ne veut pas perdre la face. Donc, chaque fois qu'effectivement, il a un doigt accusateur contre lui, il se raidit. Mais tout le reste, tout ce que j'ai cité là, on ne peut quand même pas dire qu'il ne le laisse pas faire, il le laisse faire. Alors évidemment, pour lui, l'idéal, c'est de diluer pendant encore peut-être une ou deux décennies. C'est le moment où il devra présenter des excuses, mais il laisse faire cette évolution. Alors donc, la dernière chose que je voudrais dire, c'est
pour annoncer peut-être ce que je dirais ou ce que j'aurais pas le temps de dire dans la table ronde, c'est que j'ai entendu ce matin beaucoup d'analyses extrêmement fines sur la brèche législative qu'on pourrait toujours finir par trouver. Alors, je dis une chose. Je pense que c'est pas le plus important. C'est pas ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est que ce combat qui a été commencé maintenant depuis 40 ans, 50 ans, le génocide, lui, c'est depuis 100 ans, mais le combat pour la dimension morale de la reconnaissance du génocide par la société turque, ce combat-là, il a un enjeu, c'est que la société turque et son État, évidemment, reconnaissent le génocide dans les différentes formes de ce que peut vouloir dire cette reconnaissance. Eh bien, cela, je pense que, pour des raisons de principe qui n'ont pas changé, n'est pas aidé par une loi établissant une vérité officielle en France, pour des raisons de principe. Ça n'a pas changé. Je veux dire, pendant 40 ans, en France, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Pendant 40 ans, à partir du moment où le sujet a été reposé, eh bien, la société française, elle a agi. Elle a agi par ses historiens, elle a agi, c'était peut-être plus efficace que par ses juristes, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a agi par ses historiens, par ses intellectuels, par toute une série de gens, par ses militants, et le génocide est redevenu quelque chose d'important, de central, etc. À l'inverse, la société turque, elle avait un État qui a traqué toute forme de reconnaissance, de formulation du génocide. Plus on provoque de crispation et plus on multiplie les occasions pour tous ceux qui sont concernés au premier chef, c'est-à-dire principalement ceux qui soutiennent le gouvernement turc, soit par leur bulletin de vote, soit par différentes choses, même en diaspora, plus on leur donne l'occasion de passer d'une vérité, d'un trois quarts de mensonge à un demi-mensonge et d'un demi-mensonge à un quart de mensonge et d'arriver à la vérité, ce mouvement-là me paraît beaucoup plus efficace. Merci.